à tous. Avant de commencer, pensez à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, bien sûr, afin de diffuser au plus grand nombre nos travaux, c'est essentiel. Ces travaux que vous pourrez trouver sur notre site lelibepenseur.org. Donc, nous allons partager avec vous aujourd'hui le premier chapitre du livre Le Grand Manipulateur, écrit par Marc Endelveld aux éditions Stock il y a à peine quelques semaines. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il se passe énormément de choses aujourd'hui en Algérie, puisque 20 millions d'Algériens sortent tous les vendredis depuis déjà 13 semaines afin de crier haut et fort « Système dégage ». Vous avez pillé le pays, bande de voleurs, Klitul Blad Yasserraqin, pouvoir assassin, etc. Sans oublier un très grand nombre d'autres manifestations tous les jours de la semaine, les différents corps de métier ainsi que les étudiants, des millions d'étudiants tous les mardis. Cette révolution qui a débuté le 22 février dernier a réussi à faire dégager Abdelaziz Bouteflika en annulant sa candidature pour un 5e mandat malgré un état de santé physique catastrophique. De nombreux oligarques se sont également retrouvés en prison, dont Ali Haddad, Issad Rebrab, les frères Kouninef, on en reparlera plus tard. À la lecture de ce livre, dès le chapitre 1er intitulé Les deux Alexandres, de la page 21 à 51, nous allons en apprendre pas mal sur l'Algérie et l'implication d'un grand nombre de politiciens français dans le pillage du pays, comme nous allons vous le prouver dans les minutes qui suivent. Mais avant de commencer, il est utile de vous rappeler ce qu'est la franc-maçonnerie. Pour ceux qui ne savent pas encore, la franc-maçonnerie est une secte dont le culte se pratique dans le temple de Salomon et dont la liturgie est d'essence kabbalistique. Un très grand nombre de livres existent sur la question, je vous laisse aller les retrouver sur internet, c'est très simple, il y a plein de vidéos, plein de reportages. En parallèle du culte, les réseaux maçonniques se sont constitués en véritables mafias régulièrement impliquées dans le pillage des ressources des pays, notamment de l'argent public, aussi bien de l'Italie, la France, l'Angleterre, etc. La mafia maçonnique est également à la tête du système dénommé la France-Afrique ou France-Algérie en ce qui nous concerne aujourd'hui, qui est un réseau de frères appartenant tous à des loges maçonniques, que ce soit le Grand Orient de France ou la GLNF. Le Grand Orient de France c'est la plus grande obédience actuellement, la GLNF c'est la deuxième. Ce sont des réseaux très puissants dont la force est tout simplement démontrée par le nombre ahurissant de présidents africains appartenant à ces deux obédiences. Nous pouvons ajouter à cela la maçonnerie cachée représentée par les Rotary Club et les autres Lions Club, etc. qui sont très puissants et très actifs en Algérie et au Maghreb. C'est la crypto-maçonnerie, parce qu'en général, par exemple en Algérie, c'est interdit, la maçonnerie, contrairement au Maroc. Nous en avons déjà parlé ici, Leïla Ben Ali, la patronne du clan mafieux Trabelsi tunisien, appartenait aux Lions tunisiens. En Égypte, Suzanne ou Suzy Moubarak fut la présidente honoraire du Rotary Club local. Son frère, le général Munir Thabet, et son fils Gamel également. Le Rotary est présent en Algérie et a créé de nombreuses polémiques, notamment avec l'entité sioniste. L'oligarque actuellement en prison, Ali Haddad, en est d'ailleurs un membre éminent. Le Rotary Club de la Wilaya de Relizane avait été dissous pour activités subversives et notamment en soutien au sioniste Shimon Peres qui avait été qualifié d'homme de paix. Le Lions et le Rotary s'illustrent régulièrement dans des activités philanthropiques ou plus exactement de charité ostentatoire, tout ce qu'il y a de plus détestable dans ce monde. Comme vous le voyez à l'image, ils offrent des cartables, etc. aux enfants. La maçonnerie, comme je le disais, est interdite en Algérie, mais il faut savoir qu'un grand nombre d'Algériens et de Franco-Algériens sont francs-maçons. Les Algériens initiés plongent d'ailleurs dans des loges marseillaises en général. À titre d'exemple, Karim Zeribi, président de l'Agora des dirigeants franco-algériens, a multiplié les voyages Marseille-Alger et lui-même en fait partie. Vous pouvez d'ailleurs voir sur internet son interview de l'ex-ambassadeur de France Bernard Rémier, dont on reparlera d'ici quelques secondes. Venons-en maintenant au livre de M. Marc Endelveld. Le chapitre commence par le voyage officiel de 24 heures d'Emmanuel Macron, nouveau président français à Alger le 6 décembre 2017. Après de longues minutes d'attente qui mettent tout le monde mal à l'aise, il sera accueilli sur le tarmac par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. On peut trouver dans la délégation française aussi bien Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères franc-maçon, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur également franc-maçon, ainsi que M. Xavier Niel, le patron de Free, milliardaire et beau-fils de l'autre milliardaire Bernard Arnault, l'homme plus riche de France, depuis 2010 après avoir épousé sa fille Delphine, et qui a joué un grand rôle dans l'élection d'Emmanuel Macron selon le dernier livre de Juan Branco, Crépuscule. Donc, faut bien comprendre qu'ici, nous avons déjà à la base un nombre très important de francs-maçons. Après avoir rencontré les membres du gouvernement algérien dans la matinée, Emmanuel Macron ira déjeuner à l'ambassade de France.
avec une vingtaine d'écrivains, dont Boualem Sansal et Kamel Daoud. Ces deux derniers sont connus pour leur position philo-sioniste et islamophobe. Il est d'ailleurs très curieux de constater que tout écrivain maghrébin qui se met à cracher sur ses origines, sa religion, sera soutenu par l'État français et tout le système politico-médiatique. Si de surcroît il va jusqu'à soutenir l'entité sioniste criminelle comme l'ont fait ces deux très mauvais écrivains, c'est le jackpot. D'ailleurs, Kamel Daoud vient de se voir décerner le prix mondial Sino del Duca, rappelant qu'il écrit dans le même magazine que le très mauvais philosophe Bernard-Henri Lévy, enfin plus exactement le faux philosophe le plus entarté de l'histoire, le responsable du désordre libyen et de la mort de milliers de musulmans, et apparemment ça n'a pas l'air de déranger Kamel Daoud, mais surtout pas Boualem Sansal. Alors là, il en est loin d'être dérangé. À Zeralda, dans l'immense demeure médicalisée présidentielle, Emmanuel Macron rencontrera aussi bien Abdelaziz Bouteflika que l'homme fort du régime mafieux au pouvoir, son frère cadet, Saïd, actuellement en prison en Algérie. Donc vous allez remarquer dans cette vidéo qu'un très grand nombre de personnes avec qui travaillait Macron sont tous en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé, pillé, tué. Actuellement en Algérie, ils sont en prison. À partir de 19 h ce même jour, toute la délégation française ira à la Villa des Oliviers, sur les hauteurs d'Alger, à El Biar plus exactement. C'est la résidence d'été de l'ambassadeur. Et ceci afin d'assister à une réception recevant 500 invités triés sur le volet. C'est l'ambassadeur de France, M. Xavier Driancourt, qui organise la réception et qui fut déjà ambassadeur de France à Alger du temps de Sarkozy. Donc là, on est vraiment sur du lourd. Xavier Driancourt a succédé à M. Bernard Rémier, que Macron, tout juste élu, a nommé à la tête de la DGSE, donc des services de renseignement. C'est Bernard Barjolet, ex-patron du renseignement sous Hollande et ex-ambassadeur de France à Alger, qui conseilla à Macron de mettre Bernard Rémier à la tête de la DGSE. D'ailleurs, les membres de ce trio, Driancourt, Rémier et Barjolet, se connaissent bien et s'apprécient mutuellement. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a très peu de diplomates à ce poste d'ambassadeur à Alger. Ce sont quasiment tous des agents du renseignement, et ce qui en dit long sur les rapports malsains entre ces deux pays. On n'est pas du tout dans la confiance, voilà, on est vraiment dans le renseignement, l'espionnage. Arrive maintenant le cas Alexandre Djouri, qui a réussi à se faire inviter à cette réception grâce à un carton d'invitation officiel qui comportait d'ailleurs une faute d'orthographe sur son patronyme et qui voulait coûte que coûte rencontrer Emmanuel Macron, selon la version des journaux. C'est le Canard enchaîné qui a le premier révélé publiquement cette information, qui a mis dans l'embarras l'Élysée et le Quai d'Orsay. Effectivement, Alexandre Djouri est sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis juin 2017. Suite à son implication dans l'affaire du supposé financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy par l'argent du colonel Kadhafi. Les chefs d'accusation sont les suivants: blanchiment d'argent, détournement de fonds publics et corruption. C'est quand même extrêmement grave. Il était caché à Alger et refusait de se rendre aux convocations des juges. Comme l'a démontré Pierre Péan dans son livre magistral La République des Mallettes, publié en 2011 aux éditions Fayard, Alexandre Djouri possède un très gros réseau politique grâce à son appartenance à la franc-maçonnerie et plus exactement à la loge de la Lyre de Salomon, comme démontré à la page 332 de ce même livre. C'est une loge qui contient presque exclusivement des membres du renseignement, une loge très puissante. Alexandre Djouri est très proche aussi de Nicolas Sarkozy et de Claude Guéant. C'est pas rien, ex-président de la République et ministre de l'Intérieur. Mais il est également proche de Dominique de Villepin, comme le démontrent de nombreuses photos. D'ailleurs, Dominique de Villepin a assumé chez Laurent Ruquier publiquement cette amitié. Djouri est un personnage clé dans le contrat d'armement saoudien Sawari II, puisque c'est un proche du banquier Wahib Nasser et de l'avocat Mohamed Aref. Contrat qui portait sur 19 milliards de francs à l'époque, donc en 1994, pour la livraison de 3 frégates à Riyad. Il s'agit, comme vous le devinez, de rétrocommissions, vous savez, les fameux 10% qui sont versés à des intermédiaires et que nul contrat ne prévoit. Quand vous allez acheter quelque chose, vous allez dans une entreprise et vous achetez votre truc. Vous n'allez pas chercher un intermédiaire qui va prendre 10% du prix. D'autant que ces 10% seront payés par l'argent public, parce que l'entreprise, elle va payer les frégates ou les armements au prix du marché. Donc ces 10% c'est une surfacturation d'argent public qui rentre dans les poches de ces intermédiaires véreux.
À Alger, Alexandre Djouri fut introduit dans la mafia par le général sanguinaire Larbi Belkhir, décédé en 2010. Un des grands responsables de la décennie rouge, et qui fut d'ailleurs le directeur de cabinet de Cheddi Benjdid, c'est un des grands responsables de la destruction de l'Algérie et de la corruption, de la mise en place de ce système mafieux. Alexandre Djouri possède aussi bien la nationalité française qu'algérienne, mais également gabonaise. Il a ainsi pu étoffer son réseau algérois et s'approcher du milliardaire et patron du FCE Ali Haddad, actuellement en prison. Il avait son rond de serviette à l'hôtel Horaci dans lequel il recevait tout le gratin mafieux algérien, c'était d'ailleurs son QG. C'est tout de même assez extraordinaire puisque nous avons un personnage sulfureux recherché par la justice française, notamment les juges Serge Tourner et Aude Burézy, pour une grave affaire de financement illégal de campagne électorale et qui se balade lors d'une réception officielle entre les membres du gouvernement d'Emmanuel Macron nouvellement élus sans que personne ne soit choqué outre mesure. Lorsque le scandale éclatera via l'article du Canard enchaîné du 8 décembre, ce sera la panique à l'Élysée, puisqu'on essaiera de nous faire croire que Macron était irrité par la présence d'Alexandre Djouri. Pourtant, de nombreux diplomates vont témoigner dans ce livre de Mark Endeveld du fait que la liste des invités a été validée par l'Élysée et plus spécifiquement par Alexandre Benalla, un autre franc-maçon appartenant à la loge des Chevaliers de l'Espérance, affilié à la GLNF. Voilà, vous comprenez un peu plus et c'est pas fini, c'est que le début. À la page 29 du même livre, on apprend que l'ambassadeur Driancourt dira aux policiers, alors là c'est extraordinaire, que c'est bien le secrétaire général du Quai d'Orsay, Maurice Gourdeau-Montagne, ami proche d'Alexandre Djouri, qui l'a invité. Maurice Gourdeau-Montagne n'est pas n'importe qui, c'est un des piliers de la diplomatie française. Vous vous doutez bien qu'un maghrébin, de surcroît issu du grand banditisme, ne peut avoir accès à ce type de personnage sans passer par le réseau de la franc-maçonnerie, c'est une évidence. Ajoutant que Maurice Gourdeau-Montagne est un ami intime d'Emmanuel Macron. Malgré ce scandale, Maurice Gourdeau-Montagne n'a pas changé de poste, il n'a pas été viré, n'a pas été sanctionné. C'est vous dire à quel point ces gens sont puissants et qu'ils ne s'encombrent pas de ce genre de détails. On apprend aussi qu'il avait visité Alger, que ce monsieur Gourdeau-Montagne avait visité Alger fin septembre 2017 en visite privée avec sa femme et qu'il a rencontré Alexandre Djouri à l'hôtel Horaci, encore une fois, et qu'ils avaient visité d'ailleurs Tipaza, les ruines romaines, etc. Mais ce n'est pas terminé, puisque lors du dîner officiel organisé par le Premier ministre algérien Ahmed Yahya à l'hôtel Horaci, juste après la réception de l'ambassadeur, Emmanuel Macron croisera encore une fois Alexandre Djouri, puisque c'est son QG, l'hôtel Horaci. Le livre nous apprend également qu'en avril 2006, 11 ans plus tôt, ce même Gourdeau-Montagne se retrouvera avec Bernard Squarcini, l'ex-patron des renseignements généraux du temps de Sarkozy, qui sera lui-même autour de la table, ainsi que Sarkozy donc, et Claude Guéant, en la présence bien sûr de l'indésirable et très recherché Alexandre Ahmed Djouri. Il était question lors de cette réunion d'essayer de trouver un terrain d'entente entre les Chiraciens et les Sarkozystes, quelques mois seulement avant les présidentielles de 2007. Donc vous vous rendez compte c'est complètement dingue. En fait, nous avons... cette mafia, elle est plutocratique, quoi. Elle est au pouvoir. On a des présidents, des ex-présidents, des futurs présidents, etc. À la page 32 du même livre, quelques détails sont donnés concernant le voyage d'Emmanuel Macron à Alger les 13 et 14 février 2017 en tant que futur candidat à la présidentielle. Donc c'est avant son élection. Il va y rencontrer le Premier ministre Abdelmalek Sellel. Donc là, vous le voyez au monument des martyrs en train de déposer des fleurs, et il va rencontrer donc le Premier ministre Abdelmalek Sellel. Donc déjà, il faudrait m'expliquer comment ça se fait qu'un futur candidat peut avoir accès au Premier ministre algérien aussi facilement. Donc il va rencontrer Sellel, Abdelmalek, le Premier ministre, il va rencontrer la ministre de l'Éducation Nouria Benrabrit, qui est dans des accusations nombreuses en Algérie, l'accusée d'être une fille de Harki. Il va rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, actuel vice-premier ministre algérien, à côté de Bedoui, ainsi que le ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouarb, qui a de gros soucis actuellement, puisqu'il est impliqué dans de grandes affaires de corruption. Alexandre Benalla fera partie de ce voyage, bien sûr, il fera partie de la délégation.
On apprend par contre que le véritable organisateur du voyage est monsieur François Aïssa Toisy. Un très important personnage que l'on va présenter, qui est un haut cadre du groupe AXA Private Equity. Alors là, on est dans le CAC 40, on est dans les très grandes multinationales. C'est un homme puissant qui jouera un rôle important de la campagne d'Emmanuel Macron. Il sera d'ailleurs remercié par la Légion d'honneur le 14 juillet 2018, comme par hasard. Ce fils de Harki, originaire de Dreux, ami de Dominique de Villepin et de Philippe Douste-Blazy, selon l'auteur, possède un entre-genre impressionnant aussi bien à Paris qu'à Alger. Je ne savais pas que les fils de Harki avaient des entre-gens importants à Alger. Il faut que vous le sachiez quand même, c'est important. Son cousin Lounès Guémache est devenu d'ailleurs le directeur de rédaction du très important site internet Tout sur l'Algérie, ou TSA, et que vous pouvez constater sur internet concernant par exemple la couverture de la révolution du 22 février. Au Quai d'Orsay, François Aïssa Toisy est un ami de Maurice Gourdeau-Montagne. Tout ceci est un très petit cercle qui peut tenir facilement dans une loge maçonnique, comme vous pouvez le constater. Il est également proche d'un autre franco-algérien, M. Yazid Sabeg, qui fut le commissaire à la diversité et à l'égalité des chances de Sarko, et qui est un ami proche d'Alexandre Djouri. Ajoutant que M. Yazid Sabeg est un franc-maçon assumé, il ne le cache même pas, il le revendique même, il n'y a aucun souci, comme vous pouvez le constater. Lors de ce voyage, Emmanuel Macron va se rapprocher du monde économique et notamment du FCE, ou Forum des chefs d'entreprise, qui est le MEDEF algérien et qui est présidé par l'oligarque mafieux Ali Haddad, très proche de Saïd Bouteflika, mais également d'Alexandre Djouri, qui croupissent d'ailleurs les deux en prison actuellement. Ils ont d'ailleurs réalisé plusieurs photos ensemble, comme vous pouvez le constater. Rappelons qu'Emmanuel Macron était parfaitement au courant de l'état de santé désastreux d'Abdelaziz Bouteflika, qui fait semblant de ne rien voir à l'instar de François Hollande, qui avait utilisé à l'époque le terme d'alacrité lors de sa visite officielle en Algérie, et il avait expliqué que Bouteflika pétait la forme, alors que le peuple algérien, 40 millions d'Algériens, le traitait de poupée ou de momie ou de cadre. Emmanuel Macron sait parfaitement que Saïd Bouteflika n'a pas l'intention de lâcher le pouvoir. Je crois que c'est clair, net et précis. Et tant que son frère restait vivant, il gardait le pouvoir. C'est une complicité évidente. Selon l'auteur du livre, à la page 40, lors de son voyage en février, à la rencontre de M. Ali Haddad, que Emmanuel Macron va le rencontrer à l'hôtel Horaci avec, encore une fois, François Toisy. Il va rencontrer une nouvelle fois, selon lui, Alexandre Djouri dans cet hôtel. Ce dernier démentira la rencontre, tandis que plusieurs personnes témoigneront de l'inverse qui étaient présentes sur place. Il faut ajouter que Djouri avait également tenté de rencontrer Emmanuel Macron à l'inauguration du Louvre d'Abu Dhabi en novembre 2017, mais sans succès. Donc ce n'est pas sa première tentative, et apparemment ils se connaissent, si on en croit le texte de ce livre. On apprend également que lors de ce voyage, le soir du 13 février, Emmanuel Macron va rencontrer un autre oligarque très proche du général Toufik Médienne et patron de Cévital, Issed Rebrab. L'homme le plus riche d'Algérie d'ailleurs, actuellement également en prison. Aussi bien Toufik qu'Issed Rebrab sont en prison. François Toisy est également présent à ce dîner, comme par hasard. Vraiment, il est partout. Macron connaît Issed Rebrab depuis longtemps, puisqu'il avait déjà rencontré en 2012 lorsqu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, dans une tentative de reprise de l'acierie de Florange. Depuis, il est très courtisé en France, puisqu'il sera invité par François Hollande à l'Élysée, mais également par Emmanuel Macron, qui l'invitera en janvier 2019 au sommet Choose France. Ils vont faire un joli selfie, comme vous pouvez le constater. Issed Rebrab sera aidé en France par un certain Farid Belkacemi. Ce Farid Belkacemi, qui est un franco-algérien qui a fait fortune à Paris et à Londres dans la bourse. Farid Belkacemi est également un proche d'un autre franco-algérien, un certain Mehdi Dazi, qui fut membre du conseil de surveillance de Vivendi et ex-Vivendi et ex-directeur général d'Emirates International Investment Company, détenu par la famille régnante d'Abu Dhabi. Il sera épinglé dans l'affaire des Paradise Papers, à l'instar de M. Issed Rebrab dans l'affaire de Panama Papers de Mossack Fonseca. Donc tous ces gens savent ce qu'ils font et magouillent avec les paradis offshore, les places internationales pour cacher le pognon de la curiosité du fisc.
Monsieur Farid Belkacemi connaît bien les réseaux de la France-Afrique selon l'auteur du livre à la page 47, puisque c'est un ami de Monsieur Philippe Ababou Salomon, un voyou franco-israélien condamné à de multiples reprises par la justice et qui travaille pour le ministre de la Défense du Qatar ainsi que la présidence sud-africaine. C'est lui d'ailleurs qui va le présenter à Alexandre Benalla. Vous connaissez la suite et le scandale de l'été dernier. On apprend également dans ce livre qu'Alexandre Benalla a été salarié en tant que garde du corps entre 2014 et 2015 de la société Velours International. Cette entreprise avait pour client, comme par hasard, Cévital de M. Issed Rebrab. Comme je vous le disais, tout ceci tient dans une main. Nous apprendrons plus tard, en octobre 2018, dans les colonnes du journal Libération, qu'Alexandre Benalla et Djouri se sont rencontrés à Londres. Ce dernier voulait faire passer cette rencontre pour un pur hasard, alors que nous savons maintenant qu'ils ont certainement dû se rencontrer à l'hôtel Horaci de nombreuses reprises lors des voyages de Macron à Alger. Ajoutons pour finir que lorsque les deux Alexandre Benalla et Djouri se rencontreront à Londres dans l'hôtel Göring, Mark Endeveld affirme que M. Hassan Haddad, à ne pas confondre avec l'oligarque Ali Haddad, c'est celui-là qui s'affiche à l'écran, qui est le patron du Fonds national d'investissement algérien, le FNI, qui contrôle la BNA, ou Banque nationale d'Algérie, mais également la BACE, ou Banque algérienne du commerce extérieur, située à Zurich en Suisse, la banque historique du régime depuis 35 ans. Comme vous pouvez le constater, la BACE est entre de bonnes mains. Donc c'est quand même extrêmement grave tout ce que je viens de dire, c'est gravissime. Pour ceux qui pensent que cette ingérence française en Algérie via les services de renseignement et les loges maçonniques est récente, faut-il vous rappeler l'implication totale et entière de la France avec le régime criminel des généraux et indicateurs Lar Bibl Khair, Touatin, Zars, Ma'ini Mohamed Lamari, Toufir Median, etc. Ils sont allés tellement loin dans la collaboration que l'ex-patron de la DST Yves Bonnet est devenu l'ami intime de Smaïl Amari au point que leurs deux fils sont associés dans l'entreprise pharmaceutique Pharmalliance, qui a profité des largesses des crédits bancaires en Algérie, des crédits douteux et des terrains gracieusement offerts, etc. J'en ai déjà parlé dans le détail dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Algérie, Yves Bonnet, FLN et subversion cachiriste. Je vous laisse la regarder pour plus de détails. On pourrait d'ailleurs multiplier les cas d'ingérence et de soutien aux oligarques les plus corrompus avec l'exemple de la Tunisie, du couple Ben Ali Trabelsi. N'est-ce pas la France de Michel Alliot-Marie qui a proposé le savoir-faire français à la police tunisienne face aux manifestants lors de la révolte de 2011? Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. C'est la raison pour laquelle nous proposons effectivement aux deux pays de permettre, dans le cadre de nos coopérations... On comprendra le pourquoi de ce soutien antidémocratique lorsque le Canard enchaîné nous apprendra que Michel Alliot-Marie partait en voyage en Tunisie régulièrement dans le jet privé de son ami l'oligarque Aziz Miled, qu'elle avait également acheté avec ses parents des biens immobiliers en Tunisie sous forme de SCI, sans oublier bien sûr Frédéric Mitterrand. N'a-t-il pas couvert de toutes ses forces les exactions et les magouilles de ses amis Zine El Abidine et Leïla? N'est-ce pas Frédéric Mitterrand qui a réussi à adopter 2 enfants tunisiens d'une même fratrie, alors que c'est totalement illégal, étant donné qu'ils n'étaient pas mariés puisqu'homosexuels, qu'ils n'étaient pas musulmans, etc., etc. Quant au Maroc, nous avons appris à la lecture du livre de M. Gérard Fauré, le dealer de tout Paris, paru en 2018, qu'il travaillait pour Charles Pasqua, qui aurait utilisé le trafic de cannabis afin de financer à l'époque le RPR. Accusation extrêmement grave, qui lui ont valu d'ailleurs aucune poursuite judiciaire. Pourtant, il a multiplié ses accusations sur de nombreux plateaux télé. Bref. En réalité, la situation est extrêmement simple à comprendre. Il est impossible pour un oligarque de prospérer sans la complicité de réseaux occidentaux puissants. Premièrement, il doit cacher son argent à l'étranger, non pas dans des banques suisses, c'est trop simple, c'est pas suffisant. Il lui faut des montages financiers complexes, en utilisant des trusts comme écran, qui empêcheront la justice de venir fouiller dans ses affaires. Vous imaginez bien qu'Ali Haddad n'a aucune compétence dans ce domaine, qu'il a besoin de réseaux internationaux afin de cacher son butin. Ces oligarques ont besoin également que les médias ne viennent pas trop les embêter, qu'Anis Sadr Brab puisse participer au rendez-vous de Choose France avec Emmanuel Macron sans que personne ne lui rappelle sa proximité avec le général Toufik. C'est essentiel au bon fonctionnement de la machine. Et la franc-maçonnerie est vraiment le réseau parfait pour monter ce genre de magouille.
Cette vidéo vous donne un petit aperçu du fonctionnement du pillage de l'Algérie par le système mafieux maçonnique. Alors que les Algériens dormaient profondément, abusés par des querelles intestines stériles et suicidaires, ces loups se régalaient dans la bergerie Algérie. Après le réveil spectaculaire de la révolution du 22 février, il est venu le temps de s'occuper de ces gens un par un et que justice soit rendue. D'autant qu'il est question quand même, il faut le rajouter, selon M. Mark Endeveld, que d'un fonctionnement d'une partie de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron par le clan dirigé par Saïd Bouteflika, Ali Haddad, etc. Donc la situation est quand même extrêmement sérieuse. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez surtout pas à partager, je le rappelle, liker, commenter et vous abonner à cette chaîne afin d'augmenter la diffusion de nos travaux. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee. Merci encore et à très bientôt.